Avant même que son nom ne devienne indissociable d'un certain concerto, devenu mythique, Daniel Licari avançait dans le monde de la musique comme une funambule qui cherche son propre souffle. Elle avait la technique impeccable d'une chanteuse formée à la rigueur, l'oreille sensible d'une artiste façonnée par les studios, mais il lui manquait encore quelque chose d'essentiel, une façon d'habiter la voix, qui ne soit ni celle d'une diva classique, ni celle d'une interprète populaire. Elle se trouvait à la frontière de deux univers trop purs, pour l'un trop aérienne pour l'autre, et cette frontière, plutôt que de la freiner, devenait un espace d'exploration. Licari ressentait profondément qu'elle devait inventer un timbre, un souffle, une manière de chanter qui n'appartenait qu'à elle. Dans les années précédant sa rencontre avec Saint-Preux, elle travaillait de manière acharnée, parfois dans l'ombre, parfois au premier plan sans que le public sache que c'était sa voix qui envoûtait les mélodies. Elle prêtait son timbre aux bandes originales, aux chœurs, aux compositions anonymes, où seule la musique avait le droit d'exister. Et pourtant même dans ces moments où elle se fondait dans l'ensemble quelque chose d'indéfinissable, persistait une clarté cristalline, une façon presque instrumentale de laisser la voix glisser sans une seule syllabe articulée, comme si le langage humain était trop étroit pour la sincérité qu'elle voulait transmettre. Cette quête esthétique façonnait toute sa vie artistique. Licari observait les chanteuses lyriques admirer leur discipline, mais refusait leur code. Elle écoutait les voix populaires, admirait leur proximité émotionnelle, mais ne se reconnaissait pas dans leurs contours. Elle cherchait un ailleurs, un registre, où la voix n'aurait plus besoin d'être porteuse de mots, où elle deviendrait souffle, ligne, vibration, presque une couleur. C'était cette aspiration intime encore informe qui allait ouvrir un jour la porte parfaite pour accueillir l'univers de Saint-Preux. Son entourage professionnel voyait en elle une artiste talentueuse mais difficile à classer. Certains producteurs ne savaient pas quoi faire d'une voix comme la sienne. D'autres tentaient de la pousser vers des chemins plus conventionnels, mais chacun de ces chemins semblait trop étroit, trop défini pour une artiste qui, elle, cherchait un langage encore vierge. Elle ressentait que sa voix pouvait être un instrument à part entière, un violon de chair et d'air capable de porter une émotion qui dépasse les frontières du texte. C'est dans cet état d'esprit lucide, exigeant mais aussi prêt à accueillir l'imprévu que Daniel Licari avançait, sans imaginer qu'une seule rencontre allait donner un sens précis à toutes ces années de recherche. Une rencontre qui ne serait ni un hasard, ni une simple collaboration professionnelle, mais une réponse silencieuse à sa quête artistique, un compositeur qui lui aussi rêvait d'une voix capable de parler sans mots. Pendant que Daniel Licari cherchait une voix qui puisse incarner un langage nouveau Saint-Preux, suivait lui aussi une trajectoire singulière, presque parallèle, comme si leurs chemins se dessinaient l'un vers l'autre sans qu'ils le sachent encore. Compositeur autodidacte, passionné par les lignes mélodiques qui montent comme des vagues et retombent comme une respiration, il refusait de s'enfermer dans une école, un courant ou une attente du public. Il composait pour atteindre un état, un espace mental où la musique devient souffle, lumière et mémoire. On disait de lui qu'il manipulait les sons comme un peintre manipule les pigments, chaque note était une couleur, chaque silence une nuance. Dans les années 60, alors que la musique française cherchait à se moderniser, Saint-Preux lui travaillait à quelque chose d'intemporel. Ses compositions ne voulaient pas plaire à un instant, mais traverser les instants. Elles portaient une mélancolie douce, une proximité avec le sacré, comme si chaque accord contenait le souvenir d'une émotion vécue à demi. Ces orchestrations, souvent qualifiées de cinématographiques, enveloppaient l'auditeur, l'invitaient à ressentir sans chercher à comprendre. Mais pour que son univers sonore trouve sa forme la plus pure, il lui manquait encore une entité essentielle, une voix qui ne raconte pas, mais qui respire dans la musique. Saint-Preux cherchait depuis longtemps un timbre très particulier, une voix qui ne serait ni lyrique ni pop, une voix qui ne se plierait pas au code, mais se laisserait porter par les courbes musicales comme un instrument noble et fragile. Il rêvait d'une voix capable de glisser entre les cordes, de se poser sur les harmonies, sans jamais les écraser, d'ouvrir un espace intérieur où l'auditeur sentirait l'émotion plutôt que de la décoder. À chaque nouvelle composition, cette absence se faisait sentir. La voix qu'il entendait dans sa tête n'existait pas encore dans la réalité. Son entourage lui proposait des chanteuses réputées, certaines brillantes, d'autres puissantes, mais toutes trop attachées au texte, à l'articulation, à la performance. Ce que Saint-Preux désirait était plus diffus, une présence aérienne, presque une âme sonore, une voix capable d'être un souffle, une larme, une éclaircie. Il voulait une partenaire musicale, pas une interprète qui impose son ego, mais une artiste qui puisse se dissoudre dans la musique tout en la révélant.
Ce compositeur souvent décrit comme solitaire mais jamais fermé, avançait avec cette idée fixe. Un jour il trouverait la voix qui compléterait son monde intérieur. Pas une muse au sens romantique mais une alliée créative. Quelqu'un avec qui la rencontre ne serait pas sentimentale mais artistique, une conjonction rare où deux sensibilités se reconnaissent immédiatement comme compatibles. Et ce jour-là approchait. Une voix cristalline l'attendait quelque part, une voix qui cheminait elle aussi vers son propre destin musical. Lorsqu'ils finiraient par se rencontrer, ce ne serait pas l'histoire d'un coup de foudre amoureux, mais d'un coup de foudre esthétique, la fusion exacte de deux quêtes qui cherchaient le même langage sans se connaître. Lorsque Daniel Licari et Saint-Preux se croisèrent enfin, ce ne fut ni dans un grand studio prestigieux, ni dans une soirée mondaine où les artistes se cherchent et se jugent. Leur rencontre se fit presque discrètement dans une atmosphère de travail, où chacun arrivait avec son propre univers sans savoir que cet instant allait transformer leur destin artistique. Saint-Preux venait d'achever l'esquisse d'une œuvre qu'il ne parvenait pas encore à façonner pleinement, un concerto dont la voix serait l'âme. Il était convaincu qu'il lui fallait un timbre exceptionnel, mais il ignorait encore à quoi ce timbre ressemblerait réellement. De son côté, Licari acceptait de prêter sa voix pour une session d'essai sans imaginer que ce travail ponctuel deviendrait l'un des piliers de sa carrière. Le premier échange entre eux fut marqué par une forme de reconnaissance silencieuse. Saint-Preux expliqua ce qu'il recherchait, une voix qui ne dise rien et pourtant raconte tout. Une voix qui soit l'émotion sans mots. Licari l'écouta attentive, presque troublée de découvrir un compositeur qui formulait exactement ce qu'elle ressentait depuis des années, l'envie de chanter autrement, en dehors du langage. À ce moment précis, quelque chose se produisit, non pas une étincelle sentimentale, mais une coïncidence intérieure. Deux artistes comprenant qu'ils poursuivaient la même forme de vérité. Lorsque Licari posa sa voix sur les premières notes du concerto Saint-Preux, comprit instantanément qu'il venait de trouver ce qu'il cherchait depuis si longtemps. La pureté de son timbre se glissait dans l'orchestration comme une ligne de lumière, transformant la mélodie en respiration. Il n'y eut pas besoin d'explications ni de longues discussions, la musique parlait pour eux. Licari, elle aussi, sentit qu'un espace nouveau s'ouvrait, une manière d'utiliser sa voix qui n'appartenait à aucune école, aucun courant, mais qui correspondait parfaitement à ce qu'elle avait toujours cherché à exprimer. Ce moment fut déterminant parce qu'il abolissait toutes les catégories. Saint-Preux n'entendait plus une chanteuse. Il entendait un instrument, une vibration transparente. Licari ne se voyait plus comme interprète. Elle devenait un élément vivant de la composition. Leur collaboration ne reposait ni sur la séduction, ni sur la fascination personnelle, mais sur une évidence artistique. Leur sensibilité était faite pour se répondre. Ce lien professionnel rare et presque mystique donnait l'impression qu'ils s'étaient rencontrés au moment exact où ils étaient prêts à se comprendre. À la fin de la session, aucun des deux ne parla vraiment de ce qui venait de naître. Ils savaient seulement qu'ils avaient franchi une frontière. Le concerto encore inachevé venait de trouver sa voix, et cette voix venue de Daniel Licari transformerait leur collaboration en une rencontre que l'on peut qualifier sans excès de destinée musicale. Lorsque les premières séances de travail commencèrent, concerto pour une voix n'était encore qu'une ébauche fragile, un courant mélodique qui cherchait son incarnation. Saint-Preux apportait ses partitions remplies de courbes ascendantes, d'accords suspendus d'élan presque célestes. Licari, elle arrivait avec une voix prête à se laisser traverser par la musique. Très vite, quelque chose d'inhabituel s'installa entre eux, ils n'avaient pas besoin de beaucoup parler. Là où d'autres collaborations exigent des heures de discussion, de correction, de compromis, leur échange se faisait dans un langage plus instinctif, presque primitif. Saint-Preux jouait quelques notes. Licari répondait non pas en imitant ou en interprétant, mais en se connectant à l'émotion exacte. La voix de Daniel Licari n'était pas pensée comme un support pour un texte, mais comme une matière première. Elle n'articulait pas de mots, elle articulait des sensations. Une soprano classique aurait cherché à projeter une chanteuse pop, aurait cherché à séduire Licari. Elle cherchait à disparaître dans la musique pour mieux l'habiter. Chaque souffle, chaque glissando, chaque infime vibration donnait une dimension nouvelle au concerto. C'est cette absence volontaire de parole qui rendit l'œuvre unique. Le public n'était plus guidé par un récit, mais par une émotion brute, comme une mémoire lointaine qu'on redécouvre sans la comprendre. Saint-Preux, de son côté, se montrait d'une précision presque maniaque, mais jamais autoritaire. Il ajustait l'orchestration pour laisser à la voix
un espace immense, comme si elle devait flotter au-dessus de tout. L'Ikari, en retour, modulait son timbre, avec une douceur maîtrisée cherchant à suivre la respiration même de l'œuvre. Leur travail ressemblait moins à une répétition qu'à une exploration commune où chaque essai révélait une nouvelle nuance, une nouvelle profondeur. À mesure que les jours passaient, le concerto cessait d'être un projet pour devenir une présence réelle, vibrante, presque palpable. Le moment où la version définitive prit forme fut qualifié par certains témoins de miracle musical. Personne ne parlait, personne ne bougeait vraiment. La voix de Daniel s'élevait pure, intangible comme un fil de lumière, tandis que l'orchestre ouvrait un paysage sonore immense. Saint-Preux, immobile derrière la vitre du studio, comprenait qu'il assistait à la naissance d'une œuvre qui le dépasserait. L'Ikari concentré offrait chaque note comme une confidence intime. Rien n'était forcé, tout semblait évident. Lorsque la dernière prise fut enregistrée, il y eut un silence, pas un silence technique, mais un silence habité, un silence où chacun sentait que quelque chose venait de se terminer et en même temps de commencer. Concerto pour une voix venait d'entrer dans le monde délicat et pourtant indestructible. Ni l'Ikari ni Saint-Preux ne songeaient à la gloire ou au succès. Ils savaient seulement qu'ils avaient touché à quelque chose de rare, une œuvre qui, sans un seul mot, saurait parler au cœur de tous. Après la sortie du concerto pour une voix, quelque chose d'inattendu se produisit, leur collaboration, pourtant brève en apparence, continua de résonner bien au-delà des séances d'enregistrement. On aurait pu croire que l'immense succès du concerto les transformerait en duo permanent ou que la presse chercherait à fabriquer une romance autour d'eux. Mais ni l'un ni l'autre ne se prêta à ce jeu. Ce qui les liait n'était ni sentimental ni biographique. C'était une compréhension professionnelle d'une intensité presque sacrée, une forme de complicité qui n'avait pas besoin de gestes de déclaration ou de confidence. Ils s'étaient trouvés dans un espace strictement musical, un espace qui échappe à tout ce que l'on peut qualifier ou raconter. Les rumeurs pourtant circulaient. On s'interrogeait d'où venait cette alchimie si parfaite. Pourquoi la voix de l'Ikari semblait-elle épouser les lignes de Saint-Preux avec une telle justesse? Certains journalistes parlaient de fusion d'autres de magnétisme. Mais ceux qui avaient assisté aux séances de studio savaient que cette compréhension n'avait rien de romantique. Elle était le fruit d'un respect mutuel absolu, d'une écoute profonde, d'une manière rare de ne jamais chercher à dominer l'autre. Saint-Preux ne dirigeait pas l'Ikari. Il lui ouvrait un espace. L'Ikari ne cherchait pas à briller, elle cherchait à révéler l'œuvre. Cette attitude dans un milieu souvent saturé d'ego suffisait à créer une aura d'exception. Il y avait entre eux une sorte de distance, juste une pudeur parfaitement équilibrée. Ils ne s'espionnaient pas, ne s'idéalisaient pas, ne s'envahissaient pas. Au contraire, chacun reconnaissait dans l'autre une sensibilité qui le complétait sans jamais l'absorber. Dans certaines collaborations artistiques, l'un finit par effacer l'autre. Ici, rien de tel ne se produisit. Saint-Preux restait le compositeur maître de ses architectures sonores. L'Ikari restait la voix libre, aérienne, insaisissable. Leur rencontre n'exigeait ni proximité quotidienne, ni amitié profonde. Elle exigeait simplement une confiance réciproque maintenue, avec une délicatesse rare. Et c'est peut-être cela qui fascine encore aujourd'hui. Dans un monde où l'on cherche constamment des histoires sentimentales pour expliquer les grandes œuvres, leur relation rappelle qu'il existe un autre type de lien, celui où deux artistes se rencontrent à l'endroit exact où leurs quêtes intimes deviennent compatibles. Le public ne saura jamais quels mots ils se sont dit, quelles pensées ils ont partagées en silence, quelles impressions ils ont gardées l'un de l'autre. Mais ce mystère participe à la beauté de leur collaboration. La musique, elle continue de témoigner à leur place. Car au fond, la douceur de cette complicité réside dans le fait qu'elle n'a pas cherché à se raconter. Elle s'est simplement vécue. Pas de gestes spectaculaires, pas de déclarations, pas d'histoires privées exposées au regard. Juste une œuvre et deux artistes qui l'ont portée ensemble sans jamais chercher à en tirer autre chose qu'une vérité musicale. L'écho de cette relation professionnelle pure et feutrée continue de traverser les décennies, rappelant que certaines unions artistiques sont faites pour exister seulement là où elles sont nées dans la musique elle-même. À mesure que les années passèrent, Concerto pour une voix devint plus qu'un simple succès discographique, il devint un lieu de mémoire, un refuge émotionnel où des générations entières revinrent chercher une forme de paix. Il appartenait désormais à ces œuvres qui ne vieillissent pas, qui n'appartiennent plus à leur époque, mais à tous les instants
où l'on ressent le besoin d'écouter le cœur plutôt que les mots. La voix de l'Ikari, suspendue dans un éternel présent, continuait de flotter dans l'imaginaire collectif comme si elle ne provenait plus d'une chanteuse, mais d'un espace intérieur que chacun porte en soi. Quant à la composition de Saint-Preux, elle se reconfigurait sans cesse dans l'esprit des auditeurs, changeant de couleur selon l'âge, les souvenirs ou les émotions de celui qui l'écoutait. Le plus beau paradoxe de cette œuvre est qu'elle a conquis le monde sans jamais s'expliquer. Aucun texte, aucune anecdote, aucune confession intime ne vient guider l'auditeur. C'est peut-être pour cela que le concerto reste si vivant, il laisse à chacun la liberté de lui donner un sens. Dans cette absence volontaire de récit, la voix devient une projection de toutes les histoires possibles, histoires d'amour, de solitude, d'enfance, de deuil ou d'espérance. Là où les paroles auraient enfermé la musique dans une signification précise, l'absence de mots la libère totalement. C'est ce mystère plus qu'un succès ou une technique qui fonde l'héritage durable du concerto. Avec le temps, une idée s'est installée dans l'imaginaire collectif pour que deux artistes puissent créer une œuvre aussi profonde. Il devait exister entre eux un lien sentimental caché. Mais la vérité est plus délicate et infiniment plus belle. Leur relation, loin du roman que certains auraient voulu écrire, fut une démonstration éclatante de ce que peut être une collaboration purement artistique, un respect absolu, une intuition partagée, une rencontre au niveau le plus intime de la création. Le fait que leur lien ne soit ni romancé ni publicisé renforce encore le charme de l'œuvre. Le public ne peut accéder qu'à une seule forme de vérité, la musique elle-même. Aujourd'hui encore, lorsqu'on réécoute le concerto, on n'entend ni l'écho d'un passé disparu, ni la nostalgie d'une époque révolue. On entend un souffle qui traverse le temps, un souffle qui rappelle que certaines œuvres ne sont pas faites pour être comprises, mais pour être ressenties. Les jeunes auditeurs y trouvent une douceur inexplicable. Les plus vieux y retrouvent des fragments de leur propre histoire. Et au centre de tout cela demeure cette rencontre artistique silencieuse et pourtant immense qui a permis à une voix et à une mélodie de se reconnaître. Ainsi, l'héritage du concerto pour une voix n'est pas seulement sa beauté musicale. C'est aussi la manière dont il illustre une vérité rarement dite parfois, la plus grande forme d'amour artistique est celle qui ne cherche pas à être nommée. Une complicité sans drame, sans récit, sans mise en scène, juste deux artistes qui se sont croisés au moment exact où leurs quêtes intérieures avaient besoin l'une de l'autre. Et c'est peut-être pour cela que leur œuvre continue de toucher le cœur humain, parce qu'elle ne raconte rien. Et pour cette raison même, elle raconte tout.